Mon père m'a giflé à son anniversaire, quel déchet m'as-tu offert? Je m'enfuis en larmes. En pleine nuit, on m'enlève. Quel genre de pacotille sans valeur m'as-tu offert? A dit mon père. Puis il m'a giflé devant 30 invités tenant des flûtes à champagne, le soir de son 55e anniversaire, dans une maison que j'avais récurée à 4 pattes depuis le lever du soleil. J'ai couru par la porte d'entrée avec rien d'autre qu'un sac à dos et un bleu sur la joue. Je ne le savais pas à ce moment-là, mais cette gifle était la dernière chose que Gérard Dubois me ferait subir, car à minuit, je serais assise dans un SUV noir face à un inconnu qui prononcerait quelques mots qui allaient détruire 18 ans de mensonges. Je m'appelle Chloé. Bien que pendant presque toute ma vie, j'ai été forcé de répondre au nom d'Alice. J'ai 21 ans. Maintenant, laissez-moi vous ramener à ce samedi matin, le jour où Gérard Dubois a eu 55 ans et le dernier jour que j'ai passé sous son toit. J'avais réglé mon réveil sur 5 heures du matin, comme tous les samedis. Sauf que ce samedi était accompagné d'une liste manuscrite de 2 pages que Diane avait laissée sur le comptoir de la cuisine la veille au soir. Balayer la terrasse. Disposer les chaises pliantes, 32 en tout, une pour chaque invité sur la liste de Gérard. Repasser la nappe. Couper les citrons. Laver les plateaux de service Maison du Monde à la main parce que le lave-vaisselle laisse des traces. Leur maison était située dans une impasse tranquille au Vésinet, dans les Yvelines, une demeure bourgeoise de 4 chambres avec une pelouse impeccable que Gérard payait quelqu'un pour tondre, tout en disant aux voisins que c'était moi qui le faisais. À l'intérieur, la table à manger était en chêne massif, 12 places, polie chaque semaine par mes soins. Sur le comptoir, 2 caisses de Saint-Émilion et un gâteau à 3 étages provenant d'une boulangerie qui facturait le glaçage plus cher que ce que je gagnais en une semaine. Ma chambre était en bas, non pas dans le sous-sol aménagé, mais dans le placard de rangement à côté du chauffe-eau. Pas de fenêtre. Un matelas, une place que Gérard avait récupérée dans les encombrants sur le trottoir quand j'avais 9 ans. Une couverture en laine qui sentait le carton humide, peu importe le nombre de fois où je la lavais. La chambre de Margot était à l'étage. Lit double, écran plat, un miroir de courtoisie entouré de ses ampoules façon loge de star. Elle avait 23 ans et vivait toujours à la maison. Elle avait toujours sa carte de crédit reliée au compte de Gérard. Elle n'avait toujours pas appris à faire cuire un œuf parce que j'étais là pour ça. J'avais passé 3 mois à économiser pour le cadeau de Gérard, un portefeuille en cuir, du vrai cuir, acheté dans un grand magasin du centre-ville. 80 €, ce qui ne semble pas beaucoup, à moins que vous ne gagniez le SMIC en récurant des plaques de cuisson dans un restaurant appelé le bistrot de la N10. Je l'avais emballé dans du papier craft parce que je n'avais pas les moyens de me payer une pochette cadeau. Je ne savais pas, debout dans cette cuisine à 5 heures du matin avec de la farine sur les mains, que ce portefeuille serait la dernière chose que j'offrirais à cet homme. Gérard est descendu à 10 heures. Polo Lacoste, celui avec le gros logo, bleu poudre, pantalon chino avec des plis aiguisés comme des lames de couteau, une eau de Cologne si forte qu'elle m'atteignait avant lui. Il a arpenté la terrasse comme un général inspectant ses troupes, a déplacé un bouquet de ballons de 15 cm vers la gauche, a fixé les tranches de citron que j'avais disposées sur le pichet d'eau et a dit, sans me regarder, elles sont inégales. Recommence. Diane est apparue à midi, brushing parfait, boucle d'oreilles en perles, une robe en lin de chez Claudie Pierlot qu'elle avait commandée en ligne et m'avait fait repasser à la vapeur. Elle a inspecté la cuisine, a passé un doigt sur le comptoir et a chuchoté à Gérard quelque chose que je n'étais pas censé entendre, mais que j'ai entendu, elle ne t'a pris qu'un truc bon marché. Prépare-toi. Margot est arrivée en dernier, parce que c'était tout à fait son genre. Nouvelle robe, nouvelle mèche, nouveau talon claquant sur le sol que j'avais ciré à 6 heures du matin. Elle a tendu à Gérard une Apple Watch, la série neuve en acier inoxydable, celle qui se vend à 700 €. Elle l'avait payée avec la carte de crédit secondaire que Gérard lui avait donnée pour les urgences. Gérard l'a ouverte, a rayonné et lui a embrassé le front. C'est ma fille, ça, a-il dit aux premiers invités qui passaient la porte, le bras autour des épaules de Margot. Elle sait toujours ce qui plaît à son vieux père. Il ne m'a pas regardé. Il ne le faisait jamais quand d'autres personnes étaient là. J'étais la fille qui portait les plateaux, remplissait les verres, essuyait les ronds de condensation sur la table basse avant qu'ils ne s'incrustent. Quand l'une des invitées, une femme du bureau de Gérard, a demandé à Diane, « Alice ne devrait-elle pas s'asseoir et manger avec nous ?» Diane a souri de la façon dont elle souriait toujours, chaleureuse comme une porte fermée, et a répondu, « Oh, elle aime aider. » C'est sa façon de montrer sa gratitude.
Vous savez ce que c'est avec les enfants adoptés. J'ai continué à porter des plateaux. C'est arrivé pendant l'ouverture des cadeaux. Gérard était assis en bout de table comme sur un trône. 30 invités disposés autour de lui. Des voisins, des amis de la paroisse, quelques collègues de l'agence d'assurance qu'il dirigeait. Les flûtes à champagne reflétaient les guirlandes lumineuses de la terrasse. Margot était perchée sur la coudoir de son fauteuil, filmant avec son iPhone. Diane se tenait derrière lui, une main sur son épaule, renvoyant l'image d'une femme qui maîtrisait tout. Je me suis avancé avec le paquet en papier craft. J'avais écrit sur le devant avec ma plus belle écriture « Joyeux anniversaire, Alice ». Gérard l'a pris, l'a soupesé dans sa main. Je me souviens avoir pensé qu'il pourrait peut-être sourire. Il souriait parfois quand personne ne pouvait l'accuser de s'attendrir, mais ensuite il a déchiré le papier, a sorti le portefeuille, l'a ouvert, l'a refermé, et l'a brandi comme une pièce à conviction lors d'un procès. Quel genre de pacotille sans valeur m'as-tu offert? Sa voix a tranché net le brouhaha. Les conversations se sont arrêtées. Les fourchettes se sont figées en l'air. Quelqu'un a posé un verre un peu trop prudemment. J'ai commencé à m'expliquer. J'ai économisé pendant 3 mois. 3 mois et c'est tout ce que tu as trouvé. Il s'est levé. La chaise a raclé les dalles. Même le chien a droit à de meilleures récompenses. Et puis il m'a frappé. À main ouverte, en plein sur le côté gauche de mon visage. Le son a été sec et plat, le genre de bruit qui ne résonne pas parce qu'il n'en a pas besoin. Ma tête a basculé sur le côté. Une flûte à champagne est tombée de la table et s'est brisée sur le sol de la terrasse. Et pendant une seconde, ce fut le seul bruit au monde. Personne n'a bougé. Diane a baissé les yeux vers son assiette. Un homme du bureau de Gérard s'est mis à examiner sa serviette. Margot s'est mordu la lèvre et a continué à filmer. Une seule personne s'est levée. Ruth Lemaire, la voisine d'à côté, 70 ans et 1,50 m. Gérard, s'était totalement déplacé. Ne vous mêlez pas de mes affaires de famille. Ruth s'est rassise, mais elle n'a pas détourné le regard de moi, et je n'ai jamais oublié cela. Je me tenais là, avec le goût du sang sur la langue et un portefeuille par terre entre nous, et j'ai pensé, cette gifle sera la meilleure preuve dont les avocats auront besoin. Je ne comprenais pas encore cette pensée. Je ne la comprendrais que des heures plus tard, mais quelque chose en moi avait déjà commencé un compte à rebours. Je ne suis pas retourné à la fête. Je suis allé dans le placard de rangement, j'ai décroché du clou au mur mon sac à dos Eastpak, bleu marine délavé, dont la fermeture éclair s'effilochait, la seule chose qui m'avait suivi depuis le lycée, et j'ai emballé ce que j'ai pu. 2 t-shirts, un jean sans trou, une brosse à dents, un chargeur de téléphone, l'enveloppe que j'avais trouvée au fond d'un carton que Gérard avait jeté au printemps dernier, celle avec le logo de l'État que je ne comprenais pas encore. Et depuis l'intérieur d'une boîte à chaussures sous mon matelas, 340 € en espèces, principalement des billets de 5 et de 10, l'argent des pourboires du bistrot que j'avais caché parce que Gérard surveillait mon compte bancaire. 340 €, un sac à dos, un bleu qui virait déjà au violet sur ma pommette. C'était tout ce que je possédais dans ce monde. J'ai traversé le salon pour sortir. La fête avait repris. Gérard riait de quelque chose que quelqu'un avait dit. Coupe de champagne à la main, le portefeuille n'était plus nulle part. Margot montrait quelque chose sur son téléphone aux invités, probablement la vidéo. Diane se tenait à la fenêtre et m'a regardé traverser la cour d'entrée. Elle a attrapé le rideau et l'a tiré pour fermer. Personne n'a appelé mon nom. Dehors, l'air d'octobre m'a frappé le visage, et la brûlure sur ma joue s'est ravivée comme une seconde gifle. Le Vésinet à 21 h, c'est sombre. Pas le sombre d'une ville où il y a toujours une épicerie éclairée au coin de la rue, mais le sombre des banlieues résidentielles, où les lampadaires sont espacés et où le silence entre les maisons semble délibéré. J'ai marché le long de l'avenue de la Princesse, sans destination, juste pour m'éloigner. Derrière moi, la musique de la fête devenait de plus en plus faible jusqu'à ce qu'il ne reste plus que les notes de basse, puis plus rien du tout. J'avais fait peut-être 3 kilomètres quand des phares ont ralenti derrière moi. Un Range Rover noir, vitres teintées impeccables, plaque d'Île-de-France. Il s'est arrêté à 3 mètres devant moi. La portière arrière s'est ouverte et j'aurais dû courir. Mon instinct entier me disait de fuir. Mais j'étais déjà tellement fatigué de fuir les choses. Je me suis dit que, pour une fois, j'allais voir ce qui courait vers moi.
Un homme est descendu en premier. La cinquantaine, grand, mince, portant un caban anthracite dont j'apprendrai plus tard qu'il venait de chez de Fursac. Pas accent grave-l'œil, juste le genre de manteau qui tombe comme si quelqu'un vous avait pris les mesures. Ses cheveux étaient brun foncé parsemés d'argent, et ses yeux, vert noisette, écartés, accrochant la lumière du lampadaire, étaient exactement les mêmes yeux que je voyais dans le miroir de ma salle de bain tous les matins. Derrière lui, une femme, plus petite, rousse, aux traits fins, portant un porte-documents en cuir comme si elle venait de sortir d'un tribunal. Elle gardait ses distances, professionnelle, observatrice. Les mains de l'homme tremblaient. Je pouvais le voir même dans l'obscurité. « Je suis désolé de vous effrayer », a-t-il dit. Sa voix s'est brisée sur le deuxième mot. J'ai reculé d'un pas. Mes épaules ont heurté le poteau d'une boîte aux lettres. Ce n'est pas possible. Mes parents biologiques ne voulaient pas de moi. C'est ce qu'on m'a dit. On vous a menti. Il a plongé la main dans la poche intérieure de son manteau et en a sorti une photographie. Petite, cornée au coin, visiblement manipulée des milliers de fois. Une femme tenant un enfant en bas âge. La femme avait des cheveux au burn et des pommettes comme les miennes, et un sourire qui penchait légèrement vers la gauche. L'enfant avait des yeux vert noisette. Elle s'appelait Catherine, a-t-il dit. C'était ta mère. Elle est morte dans un accident de voiture quand tu avais 2 ans, et j'ai passé chaque jour depuis à essayer de te retrouver. J'ai regardé la photo, puis lui, puis à nouveau la photo, parce que la femme dessus avait la même bouche que moi, la même inclinaison de la tête, et la regarder, c'était comme trouver un mot que l'on a cherché toute sa vie. La femme rousse a pris la parole, je m'appelle Marguerite Delarue. Je suis l'avocate de Monsieur Beaumont, spécialisée en droit de la famille. Nous ne sommes pas ici pour vous emmener quelque part où vous ne voulez pas aller. Nous surveillons votre situation par des voies légales depuis plusieurs mois. Ce soir, lorsque nos enquêteurs vous ont vu quitter la maison, nous avons pris la décision de vous approcher. Vous surveillez la maison? Marguerite a hoché la tête. La fête d'anniversaire, beaucoup d'invités. C'était l'occasion la plus sûre de confirmer visuellement votre identité. Elle a fait une pause. Nous vous avons aussi vu fuir. J'ai touché ma joue sans réfléchir. Le bleu pulsait sous le bout de mes doigts. Richard Beaumont a regardé la marque sur mon visage et quelque chose derrière ses yeux s'est brisé très silencieusement. Nous nous sommes assis à l'arrière du Range Rover. Richard d'un côté, moi de l'autre, Marguerite sur le siège passager avant avec son porte-documents ouvert. Le moteur tournait, le chauffage au minimum. C'était la première fois que j'avais chaud de toute la nuit. Richard m'a raconté l'histoire comme un homme qui l'avait répété pendant 18 ans et qui n'était toujours pas prêt. Catherine est morte sur l'autoroute A13 en direction de Paris, un mardi matin de mars. Un camion de livraison a traversé le terre-plein central. Elle a été tuée sur le coup. Richard était sur le siège passager. Bassin fracassé, poumon perforé. 4 mois à l'hôpital. Chloé, moi, j'étais à la maison avec une voisine. Pendant que j'étais en soins intensifs, a-t-il dit, l'aide sociale à l'enfance t'a placé en famille d'accueil d'urgence. Procédure standard quand il n'y a pas de parents disponibles. Ça, je le comprenais. Ce que je ne comprenais pas, c'était le pourquoi. Quand je suis sorti de l'hôpital et que j'ai fait les démarches pour te ramener à la maison, ils m'ont dit que je ne pouvais pas. Un travailleur social nommé Léonard Morel s'occupait du dossier. Morel avait déclaré au juge aux affaires familiales que Richard avait signé un abandon volontaire de ses droits parentaux, un document légal cédant définitivement la garde. Morel avait présenté au tribunal un formulaire signé. Le juge a approuvé l'adoption. Je n'ai jamais rien signé, a dit Richard. J'étais sous respirateur. Je ne pouvais pas tenir un stylo, encore moins lire un document juridique. Mais le tribunal avait un bout de papier avec mon nom dessus, et ça a suffi. Le temps que Richard engage un avocat et conteste la décision, il était trop tard. L'adoption avait été finalisée. Le dossier était scellé. Sa fille avait un nouveau nom, une nouvelle famille, une nouvelle vie quelque part en Île-de-France qu'il n'avait pas le droit de connaître. Alors, j'ai engagé des détectives, a-t-il dit. Année après année, j'ai dépensé. Peu importe ce que j'ai dépensé, j'aurais tout donné. Sa voix n'a pas tremblé quand il a parlé de l'argent. Elle a tremblé quand il a prononcé le mot tout. Léonard Morel, ai-je dit. Combien l'ont-ils payé?
Richard a regardé Marguerite. Marguerite a fermé son dossier et a dit, c'est ce que nous avons l'intention de prouver au tribunal. Le SUV était toujours garé sur l'avenue, les feux de détresse clignotant en orange dans l'obscurité. J'étais assise avec mon sac à dos sur les genoux, agrippant les bretelles comme une enfant le jour de la rentrée, et je leur ai parlé de l'enveloppe. Au printemps dernier, Gérard avait décidé que Margot avait besoin d'un studio de yoga dans la maison. Cela signifiait vider le placard de rangement, ma chambre, et déplacer mes affaires dans un coin encore plus petit près de la chaudière. Il a jeté la plupart de mes biens dans un sac poubelle et l'a balancé sur le trottoir. J'ai fouillé le sac avant le passage du camion poubelle parce que c'est ce qu'on apprend à faire quand rien de ce qu'on possède n'est en sécurité. On vérifie et on sauve ce qu'on peut. Au fond d'un carton abîmé par l'eau, sous de vieux bulletins scolaires et un sac de congélation contenant des vêtements de bébé, j'ai trouvé une grande enveloppe marron, à l'aspect officiel. L'adresse de l'expéditeur portait un sceau et les mots au département des Yvelines, aide sociale à l'enfance. À l'intérieur se trouvait un document unique, partiellement expurgé, avec l'entête récapitulatif mensuel de l'allocation d'aide à l'adoption et tout en haut, tapé dans une police administrative basique, Alice G. Dubois. Je ne savais pas ce qu'était cette allocation. Je ne savais pas ce que signifiait un récapitulatif de versement. Mais je savais que mon nom figurait sur un document officiel que Gérard ne m'avait jamais montré. Alors je l'ai plié et mis dans mon sac à dos. Je le trimballais depuis 6 mois sans comprendre pourquoi. Je l'ai sorti à ce moment-là et je l'ai tendu à Marguerite. Elle l'a déplié sous le plafonnier et j'ai regardé son expression changer. Pas de façon dramatique, mais de la manière dont le visage d'un joueur de poker change quand la dernière carte est retournée. C'est le registre des subventions d'adoption, a-t-elle dit. L'État a payé à Gérard et Diane Dubois environ 800 € par mois pour vos soins et votre entretien pendant 18 ans. Elle m'a regardé. Ça fait à peu près 175 000 €. Combien en avez-vous vu la couleur? J'ai repensé au matelas récupéré sur le trottoir, à la couverture qui sentait le carton, au placard sans fenêtre. Rien, ai-je répondu. Richard a tourné son visage vers la vitre, et dans le reflet de la vitre, j'ai pu le voir serrer la mâchoire si fort que son muscle a tressailli. Toutes ces années, ai-je dit à moitié pour moi-même, il m'a appelé un fardeau. Mais je n'étais pas un fardeau. J'étais un chèque de paie. Marguerite nous a conduits à un hôtel Mercure. Pas la maison des Dubois, pas un foyer, juste un endroit propre, calme et sûr. Richard nous a enregistrés sous son nom. Chambre séparée, porte communicante, et la première chose que j'ai faite a été de me tenir au milieu de la mienne sans savoir quoi faire. Le lit avait des draps blancs qui sentaient la lessive au lieu du moisi. Il y avait une fenêtre. J'ai ouvert les rideaux et j'ai juste regardé les lumières du parking pendant un long moment, parce que regarder par la fenêtre de ma propre chambre était quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. Pendant que je me tenais là, les souvenirs sont remontés par couches, de la manière dont l'eau monte, régulière et froide. J'avais commencé à cuisiner les repas de famille quand j'avais 10 ans. Gérard disait que c'était pour m'apprendre le sens des responsabilités. À 12 ans, je faisais toute la lessive, toute la vaisselle, toutes les courses à pied parce que Gérard refusait de me conduire. Margot avait eu une Renault Clio pour ses 18 ans. Moi, j'avais eu un pass Navigo qui a expiré au bout d'un mois parce que personne ne l'a renouvelé. Alors, je marchais 1h30 jusqu'au bistrot pour mes gardes. Gérard ne m'a jamais laissé conserver mes propres documents. Pas d'acte de naissance, pas de carte vitale, pas de carte d'identité. Quand j'ai demandé à passer le permis à 18 ans, il m'a dit, pourquoi faire? Tu n'as nulle part où aller. À l'époque, je pensais qu'il avait raison. Maintenant, je comprenais qu'il avait tout orchestré ainsi. Je n'arrêtais pas de me demander, pourquoi Gérard m'avait-il gardé toutes ces années s'il me méprisait? Pourquoi ne pas simplement me renvoyer dans le système? Si je ne valais rien, pourquoi s'accrocher à moi? Maintenant j'avais la réponse. 800 € par mois. Voilà pourquoi. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui vous détestait mais refusait de vous laisser partir? Quelqu'un qui vous faisait vous sentir comme un déchet mais s'accrochait à vous comme si vous étiez de l'or? Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires parce que je pense que vous savez déjà à quoi ressemble ce genre de calcul. La voix de Diane résonnait dans ma tête comme toujours. Douce et piquante comme du jus de citron sur une coupure. De la gratitude, Alice. C'est tout ce que nous avons toujours demandé. Est-ce vraiment si difficile? Non, Diane.
Ce qui était difficile, c'était de réaliser que j'avais été reconnaissante envers des gens qui me volaient. Laissez-moi remonter 2 semaines avant la fête, avant la gifle, avant tout ça. Parce que la vérité, c'est que Gérard m'avait déjà montré qui il était. C'est juste que je n'avais pas encore le vocabulaire pour le formuler. C'était un mardi soir. Gérard m'a convoqué dans son bureau à la maison, la pièce où personne n'entrait sans permission. Bureau en acajou, fauteuil à oreilles en cuir, une étagère de livres reliés qu'il n'avait jamais lus, classés par couleur. Il était assis derrière le bureau comme un juge, une chemise cartonnée ouverte devant lui. « Assieds-toi » a-t-il dit. « Pas, prends un siège. »« Assieds-toi. » Il a poussé un document vers moi. 10, peut-être 12 pages, petit caractère dense, avec un post-it bleu dépassant en bas pour la signature. « C'est un accord volontaire » a-t-il dit. Il stipule que tu choisis de rester sous ma tutelle parce que tu n'es pas financièrement ou émotionnellement préparé à vivre de manière indépendante. Signe-le. Je l'ai pris. La plupart du jargon était impénétrable, considérant que la personne à charge reconnaît qu'une vie indépendante présente un risque financier et psychologique excessif. Mais il y avait une clause à la page 4 que j'ai parfaitement comprise. L'accord autorisait Gérard à continuer de gérer toutes les aides publiques et sociales liées aux soins de la personne à charge. Il voulait que je cède à nouveau mon allocation, cette fois volontairement avec ma signature d'adulte, pour qu'il puisse continuer à encaisser l'argent même après ma majorité. « Pourquoi dois-je signer ça ?» ai-je demandé. L'expression de Gérard n'a pas changé. « Parce que sans cette famille, tu es à la rue. Tu n'as pas de diplôme. Tu n'as pas d'économie. Tu n'as même pas de carte d'identité. Alors tu vas signer ça, et tu vas le signer avant mon anniversaire. Considère ça comme ton cadeau. » Je n'ai pas signé. J'ai demandé plus de temps. Gérard n'a rien dit. Il a juste fermé le dossier et l'a replacé dans le tiroir du bureau. Lentement, de la manière dont on range une arme chargée dans un coffre. C'est pour ça qu'il m'a frappé à la fête. Ce n'était pas à cause du portefeuille. Ça n'a jamais été à cause du portefeuille. C'était parce que je lui avais dit non pour la première fois en 18 ans, et qu'il ne pouvait pas le supporter. De retour à l'hôtel, le lendemain matin. Je me suis réveillé à 5 heures du matin par habitude, le cœur battant, repassant déjà la liste des corvées dans ma tête avant de m'en souvenir. Il n'y avait pas de liste. Il n'y avait qu'une chambre d'hôtel avec des draps blancs et une fenêtre remplie du ciel gris d'octobre. On a frappé à la porte communicante. Richard, déjà habillé, tenant 2 tasses de café venant du hall. Il en a posé une sur le bureau et s'est assis sur la chaise à l'autre bout de la pièce. Ni près, ni loin, juste présent. Comme s'il avait peur que s'il bougeait trop vite, je disparaisse à nouveau. Marguerite est arrivée à 8 heures avec une housse à vêtements. À l'intérieur, un jean neuf et un pull en cachemire crème, avec l'étiquette encore dessus. Quelque chose de propre à vous mettre, a-t-elle dit, pragmatique comme toujours. Je les ai pris dans la salle de bain, je les ai enfilés et je me suis regardé dans le miroir pendant un long moment. C'était la première fois de ma vie que je portais quelque chose que personne d'autre n'avait porté avant moi. Quand je suis sorti, les yeux de Richard ont rougi sur les bords, mais il n'a pas pleuré. Il a juste hoché la tête et a dit, Catherine avait ce même regard, comme si elle décidait si elle pouvait faire confiance au miroir. Je me suis assise sur le bord du lit et j'ai dit ce que j'avais pensé toute la nuit. J'ai besoin de preuves. Pas de la photo, pas de l'histoire. J'ai besoin d'un test ADN. Si vous êtes qui vous dites être, la science le confirmera. Et si vous ne l'êtes pas, j'ai besoin de le savoir aussi. Richard n'a pas bronché. Bien sûr. Marguerite a déjà localisé un laboratoire agréé à Versailles. Nous pouvons y aller aujourd'hui. Aucune hésitation, aucune vexation, aucune culpabilisation, juste bien sûr. J'avais passé 21 ans dans une maison où poser une question était traité comme une attaque personnelle. Et voilà un homme qui répondait comme si les questions étaient la chose la plus naturelle au monde. J'ai passé toute ma vie à faire ce qu'on me disait, ai-je déclaré. Si je dois vous faire confiance, ce sera parce que je l'aurais choisi, pas parce que je n'avais nulle part d'autre où aller. Richard a posé son café. C'est exactement comme ça que ça devrait être. Le laboratoire était un petit bâtiment en briques près de la rue de la Paroisse, propre, clinique, sous néon. Une technicienne en blouse a passé un écouvillon à l'intérieur de ma joue.
Puis elle a étiqueté les flacons et nous a dit que les résultats prendraient de 3 à 5 jours ouvrables. 5 jours. J'avais attendu 21 ans pour savoir qui j'étais. 5 jours de plus, c'était comme retenir sa respiration sous l'eau. Pendant que nous attendions, Richard a apporté des choses à l'hôtel. Pas des cadeaux, pas de la façon dont Gérard donnait des cadeaux comme des transactions avec des conditions, mais des morceaux de vie. Un album de photographies. Catherine enceinte, riant sur une balancelle de Porsche, une main sur son ventre. Catherine tenant un nouveau-né avec un bonnet rose. Richard, Catherine et le bébé devant une maison en briques dans le quartier Saint-Louis à Versailles, avec une porte rouge. Le bébé avait déjà des yeux vert noisette. C'est la maison dans laquelle tu es rentré à ta naissance, a dit Richard. Je la possède toujours. Je n'ai jamais pu me résoudre à la vendre. J'ai étudié chaque photographie comme si c'était un document que je devais mémoriser pour un examen. Le visage de ma mère, ses mains, sa façon de se tenir, légèrement penchée, le poids sur son pied gauche, la même façon dont je me tiens quand je n'y pense pas. Elle est belle, ai-je dit. Tu lui ressembles exactement, a-t-il répondu. Surtout les yeux. Le 5e jour, Marguerite a appelé. J'étais assise sur le lit de l'hôtel avec l'album ouvert sur une photo de Catherine soufflant des bougies d'anniversaire quand mon téléphone a sonné. Probabilité de paternité de 99,998%, a dit Marguerite. C'est confirmé. Richard Beaumont est votre père biologique. Je n'ai rien dit pendant un moment. J'ai juste tenu le téléphone, regardé la photo et senti quelque chose s'ouvrir dans ma poitrine. Pas se briser, pas éclater, mais s'ouvrir de la façon dont une porte s'ouvre quand quelqu'un tourne enfin la poignée de l'autre côté. 99,998%. Un chiffre. Mais pour moi, c'était la première preuve en 21 ans que je n'étais pas un accident dont personne ne voulait. La voix de Marguerite a repris, posée et précise, maintenant nous avons ce qu'il faut. La prochaine étape, c'est le tribunal des affaires familiales. Voici ce que j'ai appris plus tard. Par les dossiers du tribunal, par le témoignage de Ruth Lemaire, par les SMS que Diane finirait par remettre à Marguerite. Le lendemain matin de la fête, Gérard a appelé la police pour signaler ma disparition. Pas parce qu'il était inquiet, parce qu'il calculait. L'officier qui a répondu a vérifié mes informations et a dit à Gérard ce qu'il ne voulait pas entendre. J'avais 21 ans, j'étais majeur. Si j'étais parti volontairement, il n'y avait pas de dossier de disparition à ouvrir. Elle n'est pas partie volontairement, a dit Gérard au policier. Elle est mentalement instable. Elle peut à peine fonctionner sans supervision. L'officier a demandé à Gérard s'il avait des documents le prouvant, un diagnostic, une ordonnance de tutelle, quoi que ce soit de légal. Gérard n'en avait pas. Parce que je n'étais pas mentalement instable. J'étais juste sous emprise. Cette nuit-là, d'après les SMS de Diane, ce qu'elle remettrait plus tard comme preuve, Gérard a fait les 100 pas dans le salon pendant 3 heures. Diane était assise sur le canapé et tapait ce qu'il dictait. Gérard, si cette fille parle à quelqu'un, à l'ASE, à un avocat, à qui que ce soit, nous sommes finis. Trouve le dossier d'adoption. Tout le dossier. Les originaux. Diane, tu as dit qu'elle ne savait rien. Gérard, c'est le cas. Mais si quelqu'un lui montre où chercher. Il savait. Il avait toujours su. La fausse signature, l'assistant social corrompu, l'allocation qu'il percevait depuis 18 ans pour un enfant qu'il traitait comme une domestique. Gérard portait tout cela dans sa tête de la même manière que certains hommes portent des dettes. Constamment conscient, gérant constamment, sans jamais envisager que toute la structure puisse s'effondrer. Gérard n'avait pas peur de me perdre. Il avait peur de ce que je découvrirais une fois libre. Il ne savait pas que l'homme dont il aurait dû avoir peur, l'homme qui avait passé 18 ans et payé les honoraires d'un détective privé pour retrouver sa fille, était assis dans un hôtel Mercure à 20 minutes de là, assemblant un dossier de 8 cm d'épaisseur. Marguerite a étalé les documents sur le bureau de l'hôtel comme un chirurgien disposant ses instruments. C'était la 2e fois que je voyais les preuves, mais cette fois-ci, elles avaient du mordant. « Regardez ça », a-t-elle dit en faisant glisser un formulaire photocopié vers moi. C'était l'abandon volontaire des droits parentaux daté d'octobre 2005. En bas, une signature, Richard A. Beaumont. Net, délibéré, légèrement penché en avant. Puis elle a placé une 2e feuille à côté, un rapport certifié par une experte en écriture,
le docteur Élise Martel, qui avait comparé la signature sur le formulaire d'abandon à 12 exemples connus de l'écriture de Richard, déclaration d'impôt, demande de prêt hypothécaire. Contrats commerciaux sur 20 ans. La pression du stylo est incohérente, a dit Marguerite en pointant du doigt. La formation des lettres dans le nom de famille ne correspond à aucun des exemples. La conclusion du docteur Martel, et je cite, était que la signature a été produite par une main autre que celle de Richard Arbaumont avec un degré élevé de certitude. Elle a laissé cela faire son effet. Puis elle a tiré un troisième document du dossier, un relevé bancaire, un compte courant personnel appartenant à Léonard Morel, l'assistant social qui s'était occupé de mon cas. Le 14 octobre 2005, 6 jours avant la finalisation de l'adoption, un dépôt de 5 000 € est apparu. La source, un virement depuis le compte personnel de Gérard Dubois. Pas par l'intermédiaire de la paroisse, a précisé Marguerite. Pas par une association caritative. Un virement direct de compte à compte. Une semaine avant que l'adoption ne soit approuvée. J'ai fixé les chiffres. 5 000 €. C'est ce qu'avait coûté mon identité entière. Mon nom, mon père, mon enfance. Échangé pour le prix d'une voiture d'occasion. Richard était assis de l'autre côté de la pièce, les bras croisés, la mâchoire serrée. Il avait déjà vu ces documents, mais me regarder les voir, c'était autre chose. Je le voyais à sa façon de respirer, superficielle et prudente, comme un homme essayant de ne pas briser quelque chose en le serrant trop fort. Alors, l'adoption peut être annulée, ai-je demandé. Marguerite a fermé le dossier. En vertu du droit français, une adoption obtenue par la fraude, y compris un faux consentement, peut être déclarée nulle et non avenue. Oui, elle peut être annulée. 2 jours avant la date d'audience, une lettre est arrivée à la réception de l'hôtel, adressée à moi, Alice Dubois, et non Chloé Beaumont, car Gérard refusait toujours de croire que j'avais un autre nom. À l'intérieur, une page simple sur papier en tête de l'agence d'assurance de Gérard, manuscrite, et une photo. Moi à 3 ans, assise sur les genoux de Gérard dans le salon de la maison du Vésinet, portant une robe rose que je ne me souviens pas d'avoir possédée. Il souriait. Je souriais. On aurait dit une famille. La lettre disait, « Alice, je ne sais pas qui est cet homme ni ce qu'il t'a raconté, mais il n'est pas ton père. C'est un inconnu qui exploite une jeune femme désorientée. Nous sommes ta famille. Nous sommes ta famille depuis 18 ans. Rentre à la maison. Nous pouvons arranger ça. Je te pardonne d'être parti. Papa. » Je l'ai lu 3 fois. Le mot « pardonne » m'a frappé différemment à chaque fois. D'abord comme une porte qui s'ouvre, puis comme un verrou qui s'enclenche, puis comme une main qui m'empoigne le poignet. Il me pardonnait d'être parti après m'avoir frappé. Je me suis assise sur le bord du lit d'hôtel et j'ai senti la pièce basculer. 18 ans de conditionnement ne s'effacent pas parce qu'un test ADN dit 99,998%. Quelque part en moi, une voix que je portais depuis l'enfance murmurait, « Et si Gérard avait raison ? Et si tout cela n'était qu'une ruse ? Et si Richard voulait juste se servir de toi, lui aussi ?» J'ai regardé Richard, qui lisait dans le fauteuil près de la fenêtre, et j'ai dit, « Comment sais-je que vous n'êtes pas pareil que lui ? Comment sais-je que vous ne m'utiliserez pas pour autre chose ?» Il a posé son livre. Il n'avait pas l'air blessé. Il avait l'air d'un homme qui comprenait exactement pourquoi je posais la question. « Tu ne le sais pas ?» a-t-il dit. « Pas encore. Et je ne vais pas essayer de te convaincre avec des mots. Parce que les mots ne coûtent rien. L'ADN ne ment pas. Les documents ne mentent pas. Et le tribunal décidera de ce qui est vrai. Tout ce que je te demande, c'est de laisser les preuves parler. » Il a repris son livre et s'est remis à lire. Et cela, le fait de ne pas insister, de me laisser de l'espace, c'était la chose qui m'effrayait le plus parce que c'était tellement différent de tout ce que je connaissais. Cette nuit-là, je n'arrivais pas à dormir. Alors j'ai fait ce que j'ai toujours fait quand le monde cessait d'avoir du sens. J'ai regardé les preuves. J'ai pris l'enveloppe de l'ASE dans mon sac à dos et je l'ai posée sur le bureau à côté de la lettre de Gérard. 2 documents, l'un de l'État confirmant que Gérard recevait 800 € par mois pour s'occuper de moi, l'autre de Gérard prétendant qu'il était ma famille. Si Gérard m'aimait, pourquoi dormais-je dans un placard de rangement ? Si Gérard m'aimait, pourquoi n'avais-je pas d'acte de naissance, de carte vitale, pas une seule pièce d'identité à mon nom ? Si Gérard m'aimait,
Pourquoi la prolongation de tutelle qu'il avait essayé de me faire signer était-elle conçue pour maintenir les allocations, et non pour me protéger? La réponse était dans les chiffres. Elle avait toujours été dans les chiffres. Gérard ne m'aimait pas. Gérard me facturait. J'ai appelé Marguerite à 23 heures. Elle a décroché à la deuxième sonnerie, ce qui m'a indiqué qu'elle s'attendait à cet appel. Je vais au tribunal, ai-je dit. Pas parce que je fais confiance à Richard. Pas complètement, pas encore. Mais parce que je mérite de connaître la vérité. J'ai gagné ce droit. C'est tout ce dont nous avons besoin, a-t-elle répondu. Le lendemain après-midi, Didier Laurent est venu à l'hôtel. La quarantaine, mâchoire carrée, sérieux, un inspecteur de l'aide sociale à l'enfance chargé d'examiner la requête de Richard. Il m'a posé des questions sur mes conditions de vie en grandissant. Je lui ai parlé du placard, des corvées, des documents manquants, de l'isolement. Il a tout noté dans un petit carnet. Et quand j'ai fini, il n'a pas dit « je suis désolé » ou « ça a dû être difficile ». Il a dit « ce que vous décrivez, si cela est corroboré par les dossiers, constitue de la négligence, et la composante financière constitue un détournement de fonds publics d'aide à l'adoption ». Puis il m'a regardé et a ajouté plus doucement « il ne s'agit pas seulement d'une adoption frauduleuse, mademoiselle Beaumont. Il s'agit d'un système qui était censé vous protéger et qui ne l'a pas fait. Je ne choisis pas Richard plutôt que Gérard, me suis-je dit quand Didier est parti. Je choisis la vérité contre le mensonge dans lequel j'ai vécu. Je n'ai pas assisté directement à cette partie. C'est sorti plus tard, pièce par pièce, grâce aux témoignages de Diane et aux SMS qu'elle a fournis. Mais je vais le raconter tel que ça s'est passé, car vous devez comprendre à qui Gérard pensait faire face en entrant dans ce tribunal. La veille de l'audience, Gérard s'est assis à la table à manger, cette même table en chêne que j'avais polie chaque semaine pendant 18 ans, et a répété son témoignage avec son avocat. Pas un avocat du calibre de Marguerite, un avocat généraliste de banlieue qui facturait à la demi-heure et n'avait jamais traité une affaire de fraude à l'adoption de sa vie. J'ai tous les papiers, a dit Gérard. Signé, scellé, tamponné par le tribunal. Je suis membre de la paroisse Saint-Symphorien depuis 22 ans. J'entraîne l'équipe de foot des jeunes. Tout le monde dans cette communauté sait qui je suis. Diane, assise en face de lui, a osé une question. Et pour l'enveloppe de l'allocation? Et s'il pose des questions sur l'argent? Gérard n'a pas levé les yeux. Personne ne vérifie ça. On n'a rien à craindre. Margot est passée par là en allant vers la cuisine et a demandé, d'une voix ennuyée, sans curiosité, la voix de quelqu'un dont le plus gros problème était une connexion Wi-Fi trop lente, si Alice ne revient pas, est-ce que je peux transformer sa chambre en dressing? Gérard ne lui a pas répondu non plus. Il rédigeait déjà sa déclaration d'ouverture dans sa tête, celle où il se tiendrait devant un juge et expliquerait quel homme généreux et craignant Dieu il était pour avoir recueilli un enfant dont personne d'autre ne voulait. Il ne savait pas que le juge aurait sous les yeux un dossier de 8 cm de signatures falsifiées, de preuves de corruption et un rapport d'expertise en écriture. Il ne savait pas que la fille qu'il avait élevée pour être silencieuse avait enfin trouvé sa voie. Il ne savait pas que l'homme assis de l'autre côté de l'allée serait le père dont quelqu'un avait falsifié le nom il y a 18 ans. Gérard est entré dans ce tribunal comme un homme qui n'avait jamais perdu. Il allait apprendre à quoi ressemble la défaite. Le matin de l'audience, Marguerite a transformé la salle de réunion de l'hôtel en salle de guerre. Elle avait réservé une table pour 6 et l'avait couverte de 5 piles de documents, chacune marquée par des intercalaires de couleurs. J'étais assise à un bout avec une tasse de café qui refroidissait dans mes mains, et elle m'a expliqué le dossier comme un général détaille un plan de bataille. Calme, précise, ne laissant rien au hasard. Pile 1, a-t-elle dit en tapotant le premier tas. Les résultats ADN. Laboratoire agréé, chaîne de possession documentée. Probabilité de 99,998%. Irréfutable. Pile 2. L'analyse graphologique du docteur Élise Martel. La signature sur le formulaire d'abandon n'est pas celle de Richard. Son rapport fait 46 pages, mais la conclusion tient en une phrase. Pile 3. Les dossiers financiers obtenus via notre requête auprès du département des Yvelines. Gérard et Diane Dubois ont reçu 800 € par mois d'allocation d'adoption de l'ASE pendant environ 216 mois. Total, 172 800 €. L'évaluation de Didier Laurent confirme que les fonds n'ont pas été utilisés pour votre bien-être. Pile 4. Le rapport complet de Didier.
Constat de négligence infantile. Aucun dossier médical après l'âge de 14 ans. Aucun document d'identité personnelle en votre possession. Conditions de vie incompatibles avec l'objectif de l'allocation d'adoption. Pile 5. Elle a fait une pause. Une déclaration sous serment de Ruth Lemaire, votre ancienne voisine. Elle a accepté de témoigner qu'elle a été témoin de schémas constants de traitement inégal et qu'elle a personnellement vu Gérard vous frapper lors de la fête d'anniversaire. Ruth. 70 ans, 1,50 m, la seule personne dans ce jardin qui s'était levée. Je ne lui avais pas parlé depuis ce soir-là, mais elle avait parlé à Marguerite, et elle n'avait pas hésité. Est-ce que je dois dire quelque chose au tribunal? Ai-je demandé. Marguerite m'a regardé. Seulement si vous le voulez. La paperasse parle d'elle-même. Richard, assis à l'autre bout de la table, n'avait pas dit un mot de toute la séance d'information. À ce moment-là, il a parlé une seule fois, quoi qu'il arrive là-dedans, tu as déjà gagné. Tu es libre. J'ai regardé les 5 piles sur la table. Une vie de mensonges démantelés dans des dossiers à onglets. Et j'ai pensé, non, je n'ai pas encore gagné. Mais je suis sur le point de le faire. Richard m'a emmené chez Comptoir des Cotonniers cet après-midi-là, pas parce que les vêtements étaient importants, mais parce qu'il a dit, tu devrais entrer dans cette pièce en ressemblant exactement à ce que tu es. Quelqu'un qui mérite d'être entendu. J'ai essayé un blazer bleu marine, un chemisier en soie blanche, un pantalon anthracite, je me suis tenu devant le miroir de la cabine d'essayage et j'ai fixé la personne qui me regardait en retour. Elle avait les épaules droites et le regard clair, et ressemblait à quelqu'un qui pourrait s'asseoir à une table de conférence, et non y apporter des plateaux. Ta mère avait l'habitude de faire ça, a dit Richard quand je suis sorti. Il était adossé au mur à l'extérieur des cabines, les mains dans les poches de son manteau. Elle restait devant le miroir pendant un long moment, puis elle se souriait à elle-même. Juste un petit peu, comme si elle avait réglé quelque chose. Eux n'avaient pas souri, mais j'ai compris ce qu'il voulait dire. Quelque chose était en train de se régler. Sur le chemin du retour, Richard a pointé du doigt une maison en briques dans une rue bordée d'arbres du quartier Saint-Louis. Porte d'entrée rouge, volet blanc, une balancelle de Porsche suspendue, immobile dans l'air d'octobre. C'est la maison, a-t-il dit. Celle sur les photos. Je l'ai regardée par la fenêtre, la maison où j'étais né, la maison d'où l'on m'avait emmené, et je n'ai pas ressenti la douleur à laquelle je m'attendais. J'ai ressenti quelque chose de plus silencieux, une sorte de reconnaissance qui s'installe dans le corps plutôt que dans l'esprit. Cette nuit-là, la veille de l'audience, je me suis assise sur le lit d'hôtel et j'ai écrit dans un carnet que j'avais acheté au Monoprix en face. Pas un discours, pas un plan, juste une phrase pour moi-même, peu importe ce qui se passe demain, je ne retournerai jamais dans ce cagibi. Je ne répondrai plus jamais à un nom qui n'est pas le mien. Je ne serai plus jamais reconnaissante d'être utilisée. J'ai dormi 4 heures. J'ai rêvé d'une porte d'entrée rouge qui s'ouvrait. Tribunal judiciaire de Versailles, un mardi matin fin octobre. Le bâtiment était imposant, en pierre de taille, avec des colonnes à l'entrée et des sols de couloir qui faisaient résonner chaque pas, comme si le bâtiment voulait que l'on sache qui arrivait. Je suis arrivé à 8h30 avec Richard à ma gauche et Marguerite à ma droite. Didier Laurent quelques pas derrière, portant une boîte d'archives remplie de dossiers. Blazer marine, chemisier blanc, cheveux tirés en arrière en un chignon bas. Pas de bijoux. Je n'en possédais aucun, mais mes mains étaient fermes et mon dos droit. Gérard est arrivé à 8h40. Costume gris, cravate bordeaux, Diane a son bras dans sa robe Claudie Pierlot, Margot à la traîne derrière dans une tenue trop décontractée pour le tribunal. Son avocat portait un seul dossier. Gérard portait le menton à l'angle d'un homme qui croyait que ce n'était qu'une formalité. Puis il nous a vus. Ses yeux se sont d'abord posés sur moi. Il a enregistré le blazer, la posture, l'absence de la fille qui fixait autrefois le sol. Puis ils sont passés à Richard, puis à Marguerite, puis à la boîte d'archives que Didier posait sur la table des plaignants. Le visage de Gérard ne s'est pas effondré. Il s'est recalibré. J'avais déjà vu ce regard. Le calcul mental rapide d'un homme qui contrôle chaque variable et qui réalise soudain qu'il en a manqué une. La main de Diane s'est crispée sur son bras. Margot a sorti son téléphone, s'est ravisée et l'a rangé. Gérard et moi avons échangé un regard à travers le couloir. Pour la première fois de ma vie, je n'ai pas baissé les yeux. Le greffier a ouvert les portes de la salle d'audience et a appelé l'affaire.
Dans l'affaire de l'adoption de la mineure anciennement connue sous le nom de Chloé Beaumont, aujourd'hui dénommée Alice Dubois. Nous sommes entrés, les deux parties, par la même porte, vers des mondes différents. Marguerite se tenait droite comme je l'imaginais d'un scalpel s'il le pouvait. Droite, précise, reflétant la lumière. Elle s'est adressée au juge, Madame Patricia Duval, sans note. Madame la juge, nous sommes ici aujourd'hui pour présenter des preuves que l'adoption de Chloé Beaumont, connue depuis 18 ans sous le nom d'Alice Dubois, a été obtenue par la fraude. Plus précisément, la falsification du consentement d'un parent biologique à renoncer à ses droits parentaux, facilité par un paiement financier à l'assistant social en charge du dossier. Elle a d'abord présenté les résultats ADN. L'attestation sous serment du technicien de laboratoire, la chaîne de possession, le chiffre 99,998%. La juge Duval a examiné le rapport, a ajusté ses lunettes de lecture et l'a mis de côté avec un petit hochement de tête. Ensuite, Marguerite a présenté l'analyse graphologique. Le rapport de 46 pages du docteur Élise Martel condensé dans son paragraphe final. C'est mon opinion professionnelle, avec un degré raisonnable de certitude scientifique, que la signature sur la renonciation volontaire aux droits parentaux datée d'octobre 2005 n'a pas été produite par Richard Beaumont. L'avocat de Gérard s'est levé. Madame la juge, mon client possède un jugement d'adoption légalement exécuté et approuvé par ce système judiciaire il y a près de 2 décennies. La partie requérante tente de rouvrir une affaire classée en se basant sur l'opinion d'un expert engagé. Marguerite ne s'est pas retournée. Madame la juge, un jugement fondé sur une fausse signature n'est pas classé. Il est dissimulé. Nous sommes ici pour le révéler. J'ai entendu Ruth Lemaire bouger dans le public derrière moi. Un homme que je ne reconnaissais pas, et dont j'apprendrai plus tard qu'il était un chroniqueur judiciaire, a écrit quelque chose dans un carnet étroit. 2 femmes de la paroisse de Gérard étaient assises au 2e rang, le visage tendu par l'inconfort particulier des personnes qui regardent une réputation se démanteler en temps réel. La juge Duval a regardé l'avocat de Gérard par-dessus ses lunettes. Marguerite est passée au dossier financier, et c'est là que l'atmosphère dans la salle a changé. Elle a projeté le récapitulatif des versements de l'ASE sur l'écran du tribunal. Le même document que j'avais tiré d'un sac poubelle 6 mois plus tôt. Mois après mois, année après année, une colonne de chiffres défilant sur la page comme le registre comptable de mon enfance. Monsieur Dubois, a dit Marguerite après que la juge eut autorisé l'interrogatoire direct, l'État a versé à votre foyer 800 € par mois en aide à l'adoption pour la prise en charge de l'enfant placé chez vous, sur environ 18 ans. Cela fait un total de 172 800 €. Pouvez-vous dire au tribunal comment ces fonds ont été affectés au bien-être de l'enfant? Gérard s'est redressé sur sa chaise. Tout est allé à la fille. Nous l'avons nourrie, habillée, nous lui avons offert un toit. 18 ans de tout ça, ce n'est pas donné. Marguerite a hoché la tête comme si elle s'attendait à cette réponse, ce qui était le cas. Puis elle a appelé Didier Laurent. Didier s'est approché de la barre en portant son rapport comme un homme portant quelque chose de lourd et d'important. Il avait visité la maison des Dubois. Il avait examiné les dossiers. Il a parlé sans inflexion, ce qui a rendu chaque fait encore plus percutant. L'espace de vie de l'enfant était une zone de stockage aménagée adjacente au chauffe-eau de la maison, d'environ 5 mètres carrés, sans fenêtre extérieure, sans placard. Le matelas montrait une usure visible et des dégâts des eaux cohérents avec une récupération aux encombrants. Je n'ai trouvé aucun dossier médical pour l'enfant après l'âge de 14 ans, aucune visite pédiatrique, aucun dossier dentaire, aucun vaccin après le collège. L'enfant n'avait aucune pièce d'identité délivrée par l'État, aucune carte vitale en sa possession, et aucun accès documenté à son propre dossier d'adoption. Il a regardé la juge. Selon mon évaluation professionnelle, Madame la juge, les conditions de vie décrites et observées relèvent de la négligence envers un enfant, et non de l'objectif visé par les fonds d'aide à l'adoption. Diane a commencé à pleurer, doucement d'abord, puis plus fort. Le genre de pleurs théâtraux qui attire les regards. Gérard lui a serré la main et a contracté la mâchoire, projetant l'image d'un mari protégeant sa fragile épouse d'accusations injustes. Mais Ruth Lemaire a suivi. Elle a pris place à la barre avec un gilet bleu marine et des chaussures plates sensées, et elle n'a rien joué du tout. Je vis à côté de cette famille depuis 12 ans, a dit Ruth. J'ai vu cette fille tondre leur pelouse, laver leur voiture, étendre le linge dans le jardin pendant que l'autre fille, la fille biologique, bronzait sur une chaise longue. Je n'ai jamais vu Alice. Chloé,
s'asseoir à leur table à manger quand il y avait des invités. Et le soir de l'anniversaire de Monsieur Dubois, je l'ai vu la frapper au visage devant 30 personnes parce qu'elle lui avait offert un cadeau qu'il jugeait indigne de lui. La salle d'audience était silencieuse de la manière dont une pièce l'est quand tous ceux qui s'y trouvent sont en train de recalculer ce qu'ils croyaient savoir. Marguerite a attendu que Ruth descende de la barre, puis s'est tournée vers Gérard. « Monsieur Dubois, connaissez-vous un homme du nom de Léonard Morel ?» Gérard n'a pas scié. « Non. » Marguerite a produit une photographie imprimée sur papier glacé, horodatée dans le coin. Deux hommes debout à une table pliante lors d'un événement en plein air. L'un était Gérard, 10 ans plus jeune, polo, assiette en carton à la main. L'autre était un homme mince à lunettes avec un tour de cou de l'aide sociale à l'enfance. Ceci a été pris lors du pique-nique paroissial en juin 2004, a déclaré Marguerite. Un an avant la finalisation de l'adoption. L'homme à côté de vous est Léonard Morel, l'assistant social affecté au dossier de Chloé Beaumont. Maintenez-vous toujours que vous ne le connaissez pas. La mâchoire de Gérard a travaillé. Je l'ai peut-être croisé. Les événements de la paroisse sont grands. Je ne me souviens pas de chaque visage. Vous vous en souvenez assez bien pour lui envoyer 5 000 €. Marguerite a placé le relevé bancaire sur le rétroprojecteur. Le compte courant personnel de Gérard. Le 14 octobre 2005. Virement. Destinataire, Léonard Morel. Pouvez-vous expliquer ce paiement? C'était un don pour la paroisse. C'était une contribution virée de votre compte personnel directement sur le compte personnel de Monsieur Morel, et non sur le compte de la paroisse. Gérard s'est tourné vers son avocat, qui étudiait la surface de la table avec l'intensité d'un homme espérant y trouver une issue de secours. Aucune objection n'est venue. J'ai tout donné à cette fille. La voix de Gérard s'est brisée dans les aigus, tranchante comme une gifle. Il était debout maintenant, une main à plat sur la table. 18 ans, un foyer, de la nourriture, et c'est comme ça qu'on me remercie. Un arnaqueur débarque et soudain, c'est moi le méchant. Monsieur Dubois. La voix de la juge Duval était basse et définitive. Asseyez-vous immédiatement. Il s'est assis, mais la salle avait déjà entendu, le masque qui se fissure, le sentiment de toute puissance qui déborde. Dans le public, les femmes de la paroisse fixaient leurs genoux. Le stylo du chroniqueur judiciaire allait plus vite. Marguerite s'est tournée vers la juge avec l'aplomb de quelqu'un qui vient de regarder son adversaire faire le travail à sa place. Madame la juge, nous souhaiterions que le tribunal note la façon dont Monsieur Dubois caractérise son rôle parental, comme quelque chose qu'il a donné et dont il attend le remboursement. Ce n'est pas être parent. C'est une transaction. Marguerite m'a regardé. Je lui avais dit la veille au soir, je veux parler. Pas parce que l'affaire en avait besoin. Les documents suffisaient. Mais parce que j'avais gardé le silence pendant 21 ans, et que certaines choses doivent être dites par la personne qui les a vécues. Madame la juge, la fille du requérant souhaiterait s'adresser au tribunal si vous le permettez. La juge Duval a hoché la tête. Vous pouvez y aller. Je me suis levé, blazer marine, chemisier blanc, les mains sur les côtés. J'ai regardé la juge, pas Gérard, parce que ce n'était pas pour lui. Madame la juge, je ne suis pas ici pour me venger. Le mot a flotté dans l'air un instant et je l'ai laissé faire. Je suis ici parce que pendant 21 ans, je n'ai pas su qui j'étais. Je ne connaissais pas mon propre nom. Je ne connaissais pas le visage de ma mère. Je ne savais pas que quelqu'un me cherchait ou que les papiers qui m'ont mise dans cette maison étaient basés sur une fausse signature. J'ai fait une pause, j'ai respiré. Monsieur Dubois a dit qu'il m'avait tout donné. Voici à quoi ressemblait ce tout, un placard sans fenêtre. Un matelas trouvé sur le trottoir. Aucune visite médicale après l'âge de 14 ans, aucune pièce d'identité. Je ne connaissais même pas mon propre numéro de sécurité sociale jusqu'à il y a 2 semaines. J'ai travaillé dans cette maison depuis l'âge de 8 ans, cuisiner, nettoyer, faire la lessive. Et on me disait tous les jours que je devais en être reconnaissante, que sans eux, je n'étais rien. Ma voix n'a pas tremblé. J'avais décidé qu'elle ne le ferait pas. Il m'a giflé à sa fête d'anniversaire parce que je lui ai offert un portefeuille pour lequel j'avais économisé 3 mois. Mais la vérité, c'est qu'il m'a frappé parce que je refusais de signer un papier lui donnant le contrôle continu de ma vie. C'est ce que j'étais pour lui. Pas une fille, une ligne budgétaire. J'ai regardé la juge.
Je ne demande pas à ce tribunal de punir Gérard Dubois. Je demande à ce tribunal de dire la vérité, parce que je mérite au moins cela. Chaque enfant dans le système mérite cela. Je me suis assise. La salle était silencieuse. Ruth Lemaire pleurait doucement, de vraies larmes. Le journaliste avait cessé d'écrire et me regardait simplement. Richard était assis parfaitement immobile, les mains croisées sur la table, mais je pouvais voir ses jointures blanchies. Quand je me tenais dans cette salle d'audience, je me souviens avoir pensé, pourquoi m'a-t-il fallu 21 ans pour dire quelque chose d'aussi simple ? Avez-vous déjà gardé quelque chose à l'intérieur pendant si longtemps que, lorsque vous le dites enfin à voix haute, vous êtes étonné que tout ce poids puisse tenir dans si peu de mots ? Si vous savez ce que ça fait, dites-le moi dans les commentaires, parce que je pense que c'est le genre de choses qu'on ne peut pas expliquer à quelqu'un qui ne l'a pas porté. Ce qui s'est passé ensuite, personne ne s'y attendait. Et encore moins Gérard. Diane s'est levée. Pas depuis la barre des témoins. Elle n'avait pas été appelée. Elle s'est levée du banc des défendeurs, a lissé le devant de sa robe Claudie Pierlot comme elle lissait tout, et a dit d'une voix qui tremblait comme un fil sur le point de céder, « Madame la juge, j'ai quelque chose que je dois dire. » Gérard lui a attrapé le poignet. « Diane, assieds-toi. » Elle s'est dégagée. C'était la première fois que je la voyais se dégager de quoi que ce soit. « J'ai fait le chèque, » a dit Diane. Son mascara coulait déjà, mais ce n'étaient pas les larmes jouées de tout à l'heure. C'était différent. Brut, laid, le genre de larmes qui se fiche du public. Les 5 000 € à Léonard Morel. Gérard m'a dit que c'était pour accélérer la procédure d'adoption. J'ai fait le chèque depuis notre compte joint, et je savais. Je savais ce que ça signifiait. L'avocat de Gérard a pris sa tête entre ses mains. Gérard a rougi jusqu'au col, un pourpre profond et marbré que je ne lui avais jamais vu. Elle ment, a dit Gérard. Elle est confuse. Elle essaie de se protéger. J'essaie de me protéger, la voix de Diane s'est brisée, aiguë et désespérée, parce que je te protège depuis 18 ans et je n'en peux plus. Je t'ai regardé frapper cette fille. Je t'ai regardé la faire travailler comme une mule. Et je n'ai rien dit parce que j'avais peur de toi, Gérard. J'avais peur d'exactement ça. La juge Duval l'a laissé finir. Le tribunal était si silencieux que je pouvais entendre les néons bourdonner au-dessus de nous. Margot était assise figée dans le public, son téléphone sur les genoux, la bouche ouverte. « Monsieur Dubois », a dit la juge, et sa voix portait le poids de quelqu'un qui avait vu beaucoup de choses et qui était encore capable d'être consterné. Un seul autre éclat de voix, et je vous fais arrêter pour outrage au tribunal. Gérard est resté immobile comme une pierre, et pour la première fois de ma vie, j'ai vu qu'il avait peur. La juge Duval a pris 12 minutes pour examiner les derniers documents. 12 minutes. Je le sais parce que j'ai regardé l'horloge sur le mur du tribunal, le vieux modèle analogique avec une trotteuse qui tique au lieu de glisser, et j'ai compté chaque rotation. Quand elle a levé les yeux, elle ne s'est pas adressée à Gérard en premier. Elle s'est adressée à moi. Mademoiselle Beaumont. Et j'utiliserai ce nom maintenant parce que les preuves présentées devant ce tribunal l'imposent. Le tribunal a examiné la requête, l'analyse graphologique, les dossiers financiers, les témoignages de l'inspecteur social et du voisin, les résultats ADN et la déclaration faite volontairement par Madame Dubois. Elle a enlevé ses lunettes. Les preuves sont sans ambiguïté. L'abandon volontaire des droits parentaux déposé en octobre 2005 porte une signature qui a été déterminée par une expertise légale certifiée comme étant frauduleuse. Le père biologique, Richard Beaumont, n'a jamais consenti à la perte de ses droits parentaux. L'adoption qui a suivi a donc été construite sur la base d'un faux en écriture, et, d'après les preuves financières présentées, facilitée par un paiement direct à l'assistant social en charge du dossier. Elle s'est tournée vers Gérard. Il était assis rigidement droit, la cravate toujours nouée, les mains à plat sur la table, un homme gardant la posture de l'autorité alors que l'autorité le fuyait. Il est de la décision de ce tribunal que l'adoption de Chloé Beaumont, connue sous le nom d'Alice Dubois, est déclarée nulle de plein droit. L'adoption est annulée dans son intégralité. Gérard n'a pas bougé. En outre, le tribunal ordonne à Gérard et Diane Dubois de restituer intégralement les fonds de l'aide à l'adoption perçus, pour un montant total de 172 800 €, à l'État français. Diane a laissé échapper un son qui n'était pas vraiment un mot. Enfin, ce tribunal transmet le dossier au bureau du procureur de la République des Yvelines pour l'ouverture d'une enquête pénale sur des charges potentielles comprenant, mais sans s'y limiter,
la falsification, la fraude aux aides sociales, et la négligence envers un mineur selon le code pénal. La juge a posé ses papiers. Le nom légal de l'enfant est rétabli en tant que Chloé Beaumont. Effet immédiat. L'audience est levée. Le marteau est tombé et le son de celui-ci, ce seul coup de bois, a été la chose la plus forte que j'ai jamais entendue de ma vie. Plus fort que la gifle, plus fort que 18 ans de silence. Ça sonnait comme une serrure qui s'ouvre. Dans le public, Ruth Lemaire a pressé ses deux mains sur sa bouche. Les femmes de la paroisse étaient déjà debout, rassemblant leurs sacs à main, et évitant de se regarder dans les yeux. Le chroniqueur judiciaire a fermé son carnet et m'a regardé avec une expression que je ne pouvais pas vraiment nommer. Quelque chose entre le respect et la tristesse. Gérard est resté immobile. Son avocat était déjà en train de ranger ses affaires. Et pour la première fois, j'ai réalisé que l'homme que Gérard avait engagé pour le défendre ne pouvait pas sortir de cette pièce assez vite. Le couloir à l'extérieur de la salle d'audience sentait la cire pour parquet et la chaleur des vieux radiateurs. Je marchais vers la sortie avec Richard d'un côté et Marguerite de l'autre quand j'ai entendu les talons. Rapides, inégaux, le son de quelqu'un qui n'a pas l'habitude de se presser dans des chaussures qui ne sont pas faites pour ça. Attends. Margot. Son maquillage était ruiné. Le mascara traçait des sillons sur ses deux joues. Son fond de teint était taché là où elle s'était essuyée. Elle avait l'air plus petite que je ne l'avais jamais vue, ce qui était étrange parce qu'elle avait toujours pris tellement de place. Je ne savais pas, a-t-elle dit. Elle respirait fort comme si elle avait couru ou essayait de ne pas le faire. Point pour l'argent, les allocations. Je pensais que maman et papa payaient mon école avec le salaire de papa. Je ne savais pas que c'était. Elle s'est arrêtée. Elle ne pouvait pas finir la phrase et je comprenais pourquoi. La phrase se terminait par « ton argent » et le dire à voix haute le rendrait réel d'une manière à laquelle elle n'était pas prête. Je l'ai regardée. La fille qui avait eu l'Apple Watch, la Clio, le lit double, les mèches chez le coiffeur, la carte de crédit qui n'était jamais refusée. La fille qui avait ri quand Gérard m'avait frappé et qui l'avait filmé avec son téléphone. La fille qui avait demandé si elle pouvait transformer mon placard en rangement pour ses chaussures. Une partie de moi voulait hurler. Une partie de moi voulait partir sans un mot. Mais ce que je ressentais en me tenant là, dans le couloir d'un tribunal, avec mon nom légal rétabli et mon vrai père à mes côtés, ce n'était pas de la rage. C'était de la clarté. J'espère que tu découvriras qui tu es sans son argent, Margot, ai-je dit. Je l'espère vraiment, mais c'est ton voyage, pas le mien. Elle a hoché la tête une fois, et j'ai vu quelque chose passer sur son visage. Pas de la culpabilité exactement, mais le début de celle-ci, la micro-fracture avant la cassure. Marguerite a touché légèrement mon bras. Richard tenait la porte ouverte. J'ai marché vers eux et je n'ai pas regardé en arrière. Pas parce que j'étais en colère, mais parce que, pour la première fois, j'avais un endroit vers lequel marcher au lieu de simplement m'enfuir. Gérard se tenait au bas des marches du tribunal. Il avait l'air diminué. Pas physiquement. C'était toujours un homme imposant, toujours large d'épaules, mais quelque chose de structurel avait cédé. Sa cravate était desserrée. La veste de son costume était déboutonnée. Diane était assise dans leur voiture sur le trottoir, le front contre le volant, moteur allumé. J'étais à mi-chemin des marches quand il l'a prononcé. Le nom qu'il m'avait attribué 21 ans plus tôt, le nom qu'un juge venait de rayer des registres. Alice. Je me suis arrêté, je me suis retourné. Il m'a regardé comme il l'avait toujours fait, comme si j'étais une chose qui lui appartenait et dont il n'arrivait pas à évaluer la valeur. Mais maintenant, il y avait autre chose en dessous. Quelque chose qui aurait pu être de la peur, si Gérard Dubois était le genre d'homme à admettre avoir peur. Après tout ce que j'ai fait pour toi, a-t-il dit. Après 18 ans sous mon toit, c'est comme ça que tu me remercies. Je me tenais sur les marches dans mon blazer marine avec le soleil d'octobre sur mes épaules. Et j'ai ressenti pour la première fois le poids total de ce qu'il venait de dire. Pas de la colère, de la prise de conscience. Parce que même maintenant, même avec la décision du juge qui résonnait encore dans l'air, même avec un rapport d'expertise prouvant qu'il avait falsifié la signature d'un homme pour voler la fille de cet homme, Gérard Dubois croyait qu'on lui devait quelque chose. Je m'appelle Chloé, ai-je dit. Et tu n'as rien fait pour moi. Tu as tout fait contre moi, et maintenant c'est fini.
Je me suis retourné et j'ai descendu les dernières marches. Richard attendait près du Range Rover, porte ouverte. Il n'a rien dit. Il n'en avait pas besoin. Il a juste tenu la porte de la manière dont on la tient pour quelqu'un pour qui on a attendu 18 ans de la tenir. Je suis monté, la porte s'est refermée, et la dernière chose que j'ai vue à travers la vitre teintée, c'est Gérard Dubois debout, seul sur les marches du tribunal, sa veste de costume ouverte, regardant son investissement s'éloigner. 6 mois plus tard, voici où j'en suis. J'habite à Versailles. Pas dans la maison en briques avec la porte rouge, bien que Richard me l'ait proposé. J'ai un appartement, un studio avec de grandes fenêtres qui laissent entrer tellement de lumière le matin. Parfois, je reste juste là pendant 1 minute avant de commencer ma journée. Les fenêtres étaient la première chose que j'ai cherchée quand j'ai cherché un appartement. J'ai passé 18 ans dans une pièce sans fenêtre. Maintenant, j'ai besoin de voir le ciel quand je me réveille. J'étudie pour passer mon bac en candidate libre. Je suis aussi inscrite au programme culinaire de l'école hôtelière, ce qui est ironique, je sais. Gérard m'a obligé à cuisiner chaque repas pendant 18 ans, et maintenant c'est moi qui le choisis. Mais c'est là toute la différence, n'est-ce pas? Entre quelque chose qu'on vous fait subir et quelque chose que vous décidez de faire. Les ingrédients sont les mêmes. Le sens est complètement différent. Richard et moi dînons ensemble tous les dimanches à la maison en briques. Ce n'est pas un grand cuisinier. Sa spécialité, c'est le saumon trop cuit et le pain à l'ail légèrement brûlé, mais il le fait lui-même. Et il met la table pour 2. Et il me pose des questions sur ma semaine et écoute la réponse. Nous ne sommes pas parfaits. Il y a des silences gênants. Il y a des moments où aucun de nous ne sait quoi dire parce qu'on ne rattrape pas 18 ans volés autour d'un saumon. Mais il est là tous les dimanches sans faute. Quant au Dubois, Gérard et Diane attendent leur procès. Faux, usage de faux, fraude aux aides sociales, négligence. La maison du Vésinet a été hypothéquée une 2e fois pour couvrir le remboursement à l'État. On a demandé à Gérard de démissionner de son poste au conseil paroissial de Saint-Symphorien. Il n'est pas parti sans faire d'histoire. Diane, qui a coopéré à l'enquête, pourrait bénéficier d'une réduction de peine. Margot a déménagé chez une tante à Évreux et a trouvé un emploi dans une boutique de vêtements. Le premier emploi qu'elle ait jamais eu. Je vais en thérapie tous les jeudis. Une femme nommée Docteur Rousseau, qui a un petit cabinet avec un ficus et qui ne me dit pas comment me sentir. Elle pose juste des questions et me laisse trouver mes propres réponses, ce qui, après 21 ans à me faire dire quoi penser, ressemble à l'apprentissage d'une nouvelle langue. La guérison ne se fait pas du jour au lendemain. Certains matins, je me réveille encore à 5 heures, le cœur battant, cataloguant mentalement des corvées qui n'existent plus. Mais ensuite, j'ouvre les rideaux et le ciel est là, et je me souviens d'où je suis. Je veux être clair sur un point avant de partir. Cette histoire n'est pas une question de vengeance. Je sais que ça peut en avoir l'air. Le tribunal, le jugement, l'ordre de remboursement, les poursuites pénales. Mais la vengeance signifierait que je voudrais que Gérard souffre comme j'ai souffert, et ce n'est pas le cas. Je veux qu'il rende des comptes. Ce sont des choses différentes. La vengeance est un feu que l'on allume en espérant qu'il brûle quelqu'un d'autre. Rendre des comptes, c'est simplement allumer la lumière pour que tout le monde puisse voir ce qui était déjà là. Si vous êtes dans une famille où vous êtes toléré au lieu d'être aimé, où votre présence est supportée, et non valorisée, où l'on vous a appris que la gratitude signifie le silence et l'obéissance la survie. Je veux que vous entendiez ceci, vous n'êtes pas le problème. Vous n'avez jamais été le problème. Les personnes qui vous ont fait vous sentir comme un fardeau portaient leurs propres dettes, et elles ont mis ce poids sur vous parce que vous étiez assez petit pour l'accepter. Vous méritez de connaître votre propre nom. La famille, ce n'est pas de la paperasse. Ce n'est pas un jugement de tribunal, ni un dossier d'adoption, ni une signature falsifiée ou non. La famille, c'est la personne qui s'assoit avec vous pendant que vous réapprenez à faire confiance. La personne qui dit bien sûr quand vous demandez des preuves au lieu de la foi aveugle. La personne qui vous tient la porte et ne vous demande pas d'en être reconnaissant. Dimanche dernier, Richard et moi étions assis sur le porche de la maison dans le quartier Saint-Louis. Celle avec la porte rouge. Il buvait du café. Je lisais. Aucun de nous ne parlait, et c'était le silence le plus confortable que j'ai jamais connu. À un moment donné, il a regardé vers moi et a dit « Je suis heureux que tu sois là. »
Et j'ai répondu, moi aussi. Je m'appelle Chloé Beaumont, et pour la première fois de ma vie, je sais exactement qui je suis.